Mariage ou Pacs, comment choisir? Ici, on va parler amour et argent. Souvenez-vous, Karl a 35 ans et il souhaite s'engager avec Vic, qui lui a 37 ans. En effet, ils ont un ami notaire qui leur a dit que dans la mesure où ils vivent en union libre, ils ne sont pas protégés l'un et l'autre. Dans la mesure en plus où ils souhaitent investir ensemble, leur ami leur conseille d'envisager une autre forme d'union. Il est vrai que Karl et Vic avaient déjà envie de s'engager, mais pour des raisons qui sont plus émotionnelles. Ils n'avaient pas les conséquences patrimoniales d'une autre forme d'union. Mais du coup, ils s'interrogent. Ils souhaitent offrir à leur union un cadre juridique. Ce choix, le choix du cadre, dépend évidemment de la situation patrimoniale, financière et professionnelle, mais aussi personnelle des membres du couple. On va essayer ici de les éclairer sur le choix qui pourrait être le leur. Doivent-ils se pacser ou se marier? Globalement, en cours d'union, le pacs et le mariage ont vraiment des similitudes. Les membres du couple ont les mêmes droits, les mêmes obligations, notamment concernant la participation aux charges du ménage, c'est-à-dire les frais de santé, le paiement du loyer, l'achat de la nourriture, etc. Et, dans le cadre du mariage et du pacs, ils font aussi l'objet d'une imposition commune, que ce soit pour l'impôt sur le revenu ou pour l'impôt sur la fortune immobilière. Bon, ici, Karl et Vic ne sont pas concernés par l'impôt sur la fortune immobilière, du moins pas pour l'instant. En revanche, en matière d'IR, ils sont imposés séparément puisqu'ils sont en union libre, et le fait de se pacser ou de se marier entraînera une imposition commune. En cours d'union, en ce qui concerne la répartition des biens, c'est-à-dire savoir qui est propriétaire de quel bien et dans quelle proportion, là on peut avoir des divergences entre le pacs et le mariage. Notamment, dans le cadre du mariage, on peut opter pour des régimes communautaires, chose qui n'existe pas dans le cadre du pacs. Le régime de l'indivision dans le cadre du pacs peut se rapprocher un petit peu des régimes de communauté, mais ça reste quand même des régimes qui fonctionnent différemment. Dans le cadre du mariage aussi, ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on est soumis à un régime qui est identique, peu importe les formes des régimes matrimoniaux. Non, chaque régime matrimonial a ses propres règles, et donc il ne suffit pas de dire je me marie, mais il faut vraiment regarder quel est le régime qui va être le plus adapté à ce que je souhaite. Pour ce qui est du pacs, on a un peu moins d'options. Il y a deux régimes qui existent, la séparation de biens et l'indivision. Dans le cadre du mariage, attention, si je n'ai pas fait de contrat, on est soumis au régime de la communauté réduite aux acquets. Et les acquets, ça signifie les biens acquis, les biens achetés. Donc à compter du mariage, donc je me marie, et après, tous les biens achetés seront communs. Si j'utilise mon salaire pour acheter une voiture, elle sera considérée comme un bien commun, donc appartenant aussi à mon époux. C'est un régime qui est très bien, mais il peut ne pas convenir à tout le monde. Si je ne veux pas de ce régime, qui est le régime par défaut, alors on passe chez le notaire pour faire un contrat qui nous intéresse, et là tout est possible. On a des régimes matrimoniaux prédéfinis, ils sont au nombre de 5, on les a vus juste avant, mais on peut aussi aménager plus librement son régime matrimonial. C'est donc du sur-mesure qui s'offre à nous. Il faut évidemment aussi s'interroger sur les conséquences d'une séparation. Si on est marié, pour rompre l'union, le divorce va être nécessaire. Et la procédure, elle peut être longue et coûteuse. Éventuellement, on va avoir aussi des prestations compensatoires qui vont rentrer en jeu et qui vont donc impacter la vie des ex-époux après le mariage. La prestation compensatoire, elle permet de compenser un déséquilibre financier entre les ex-époux qui va résulter de leur divorce. J'étais en couple avec quelqu'un qui avait un niveau de vie très confortable et le divorce cause un effet indésirable sur moi, c'est-à-dire que je vais avoir un niveau de vie qui va baisser très fortement d'un coup. Eh bien, la prestation compensatoire, elle va être là pour compenser justement les effets de ce divorce. La prestation compensatoire, ça n'existe pas dans le cadre du pacs.
Je ne devrais rien à mon époux si finalement il se retrouve avec des moyens qui sont bien inférieurs à ceux qu'il avait quand on était pacsé. Ça n'existe pas. Dans le cadre du Pacs, la rupture elle est beaucoup plus simple qu'en cas de mariage. Puisqu'en cas d'accord des partenaires, il suffit juste d'envoyer une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'officier d'état civil. Le couple qui rompt son union juridique, que ce soit le mariage ou le Pacs, va entraîner la séparation des biens. Chacun récupère son patrimoine. Et pour savoir qui récupère quoi, eh bien c'est le régime qui aura été choisi qui va le déterminer. Sous un régime de communauté réduite aux acquêts, vont rester personnels tout ce que j'avais avant le mariage. Tout ce que j'ai reçu par donation et tout ce que j'ai reçu par succession. Tout le reste sera commun et donc réparti à 50% pour chacun des époux lors du divorce. Peu importe qui a financé quoi. L'union, elle peut prendre fin par le divorce ou la séparation, mais aussi par le décès. Et là, en cas de décès, on a une vraie différence. Et là, Karl et Vic, il faut qu'ils écoutent parce que justement, ils nous avaient dit qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils n'étaient pas protégés mutuellement. Le mariage, en cas de décès, il est plus avantageux. L'époux est beaucoup plus protégé. En effet, il est automatiquement héritier du défunt, et ce, même si le conjoint n'a pas rédigé de testament en sa faveur. C'est la loi qui le prévoit. Et en cas de mariage, si le défunt n'avait pas d'enfant, donc ce qui est le cas de Karl et Vic, alors le survivant est même héritier réservataire. Ça veut dire qu'il ne pourra pas être déshérité. Donc non seulement aujourd'hui, si Karl décède, Vic n'aura droit à rien, mais en plus, il n'aura même pas de protection au niveau du logement, etc. Alors que s'ils étaient mariés, comme ils n'ont pas d'enfants, non seulement Vic va hériter de toute façon, mais en plus, il ne pourra pas être déshérité quoi qu'il arrive, et il aura des droits sur le logement familial. Le partenaire de Pacs, quant à lui, il n'hérite pas. Si rien n'a été prévu, il n'hérite pas. Pour qu'il hérite, il faut rédiger un testament, ou alors le désigner bénéficiaire d'une assurance vie ou d'une assurance décès, par exemple. En revanche, si Karl et Vic décident de rester en l'état, donc à savoir en union libre, donc non seulement l'autre n'héritera de rien, mais même si un testament est rédigé, l'autre sera taxé à hauteur de 60% de tout ce qu'il recevra. Alors que tous les biens reçus par le décès, par le partenaire de Pacs et par le conjoint marié sont eux exonérés de droits de succession. Par exemple, si Karl et Vic achètent ensemble leur résidence principale à 50-50, on va voir ce qui se passe si un des deux décède. Ici, prenons l'hypothèse que c'est Karl qui décède. On va voir ici ce qui se passe en cas de décès si rien n'a été prévu, c'est-à-dire qu'aucun testament n'a été rédigé, c'est la loi qui s'applique en cas de décès de l'un des deux. Et on va comparer s'ils étaient mariés, s'ils étaient pacsés et s'ils restent en union libre. Donc s'ils étaient mariés, dans la mesure où Karl n'a pas d'enfant, eh bien Vic va se retrouver héritier avec les parents de Karl. La loi va prévoir que Vic a droit à la moitié de l'actif successoral de Karl. Et les parents, eux, vont se répartir un quart chacun. Par ailleurs, en qualité de conjoint, et c'est un des avantages du mariage en plus d'avoir le droit d'hériter, eh bien, Vic va pouvoir rester 1 an dans le logement qui constitue la résidence principale. Il aura aussi un droit viager au logement qu'il pourra demander et l'attribution préférentielle du logement. S'ils étaient pacsés, eh bien ici on l'a dit, le partenaire n'aura rien si rien n'a été prévu. Donc ici, c'est 100% la famille de Karl qui va hériter du patrimoine de Karl. Vic n'a rien. Et au cas présent, comme il a une sœur et un frère et ses parents, eh ben les parents vont avoir la moitié du patrimoine qui se partage et le frère et la sœur vont avoir un quart chacun. Par contre, dans le cadre du Pacs ici, je vais avoir un point de similitude avec le mariage, c'est-à-dire que Vic aura un droit au logement d'1 an. Mais 1 an, c'est court.
S'ils étaient maintenant en union libre, donc ils n'ont rien fait, ils ne se sont pas mariés ni pacsés, ils n'ont pas rédigé de testament, eh bien ici, Vic n'aura rien, comme dans le cadre du Pacs. Il n'héritera de rien, il est un étranger aux yeux de la loi. Et il n'a même pas le droit au logement d'un an. Donc vraiment, zéro protection en cas d'union libre. Donc on voit bien ici que le mariage est le plus protecteur. C'est vraiment le régime le plus protecteur en cas de décès. Après, le Pacs, il peut être très efficace avec des couples sans enfants. Mais il faut vraiment prévoir un testament dans ce cas-là. Quand on a des enfants et qu'on veut bien protéger la personne avec laquelle on les a eus, le Pacs peut être limitant car les enfants vont prendre de la place dans l'héritage. Et même avec un testament, on ne pourra pas aller aussi loin que si on était marié. Si en revanche, Karl décide de mettre en place des choses et notamment de rédiger un testament en faveur donc de Vic, eh bien sans enfant, il n'y aura pas d'héritier réservataire. Donc Karl va pouvoir léguer la résidence principale qu'ils ont achetée ensemble à Vic. Et Vic va pouvoir hériter de 100% de la résidence principale. Mais pour ça, il faudra vraiment rédiger un testament. En cas de succession, tout ce qui est reçu par le partenaire de Pacs ou par le conjoint est exonéré de fiscalité. Par le conjoint, on entend donc la personne avec qui on est marié. En revanche, s'il reste en l'état, c'est-à-dire en union libre, et qu'il ne se marie pas, et qu'il ne se paxe pas, eh bien tout ce qui va aller à Vic, par testament, va être taxé à 60% après un abattement de 1 594 €, donc plutôt dérisoire. Donc ici, par exemple, si la maison vaut 200 000 €, eh ben, le concubin devra payer 120 000 € d'impôts. Et donc, au final, il ne recevra que 80 000 €. Il sera sûrement obligé de vendre la résidence principale pour payer l'impôt. Donc, le Pacs et le mariage vont permettre de faire hériter Vic de 100% de la résidence principale sans avoir d'impôt de succession à payer.